Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. La récurrence a fini par sombrer dans le banal. Il ne se passe plus une seule année sans que les Camerounais ne soient réveillés par un cri de cœur venant d'un artiste rongé par la maladie et très souvent en phase terminale. À chaque fois, l'élan de solidarité se met en place. Les collègues, les mélomanes, les fans et surtout Samuel Eto'o ainsi que Chantal Pulcheri Biya ont toujours répondu présents. À quelques exceptions près, tous les artistes ayant lancé un appel pour la solidarité à leur endroit sont passés de vie à trépas. Aujourd'hui, l'état de deux charmantes voix de la musique camerounaise nous interpelle. Marthe Zambo et Nguéa Laroute. Equinox Soir, c'est tout à l'heure à 20h la grande édition d'information présentée par Cédric Nouffelé et tout de suite après le débrief. Madame, Monsieur, tout de suite et maintenant, le fait du jour. Artiste camerounais malade, l'appel permanent à la générosité. Pour en parler ce soir, je suis avec les artistes. Je commence par la dame. Bonsoir Adela Bikim. Bonsoir Monsieur Alain, bonsoir à tous les téléspectateurs. Ça va? À la grâce du Seigneur, ça va. Ok. À côté de vous, Joe Papito. Bonsoir Joe. Bonsoir Alain, bonsoir à tous les téléspectateurs de Equinox TV. Et voilà. Voilà, le troisième artiste, c'est Papillon Moutanguia que nous attendons toujours sur le plateau. Et à côté, on aura la voix d'un sociologue. Un habitué de ce plateau, lui, c'est Jonathan Batenguinen. Bonsoir Jonathan. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous les téléspectateurs de Equinox Soir et d'Equinox Télévision. Voilà, tout à l'heure on va parler, mais on va commencer par ces images, madame, monsieur, très émouvantes de Nguéa Laroute. On suit Nguéa Laroute. Donc pour te dire que un jour je t'avais parlé que je suis malade. Voilà alors le moment. Voici le moment. Si tu peux m'aider, tu peux me venir en aide, ça me ferait plaisir. Et aux âmes de bonne volonté. Moi, je ne vous dérange pas. Mais c'est pour la maladie. C'est pour la maladie. J'ai fait les efforts. La petite maison aussi que j'ai construite, c'est le gouvernement. Parce que moi, je dis que le gouvernement, c'est le gouvernement. Si ce n'était pas le gouvernement qui m'appelait, les gens allaient chanter, eux-mêmes aussi m'appelaient au palais, je n'aurais pas construit cette maison. Bon, les gens de bonne volonté, maman Chantal Biya, Mako, pardon, viens-moi en aide, ça ne va pas. Tu vois comment je suis en train de partir, les gens se moquent de moi. Quand j'arrive quelque part, tu sais que ta soeur s'habille bien, mais maintenant, je suis devenue comme une folle. Moi, je ne suis pas malade. Je ne suis pas malade comme les autres que tu as ramassé le sida. Tu viens te présenter. Je n'ai pas ramassé le sida, j'ai mes papiers. L'hôpital La Quintini venait de me donner tout un papier comme ça. Vous allez lire. Si je suis sidéenne, vous allez lire. Si je ne suis pas sidéenne, vous allez toujours. On rappelle les contacts encore. C'est le 91, 91, 66, 71. C'est ça. 91. Comme l'autre, les 3 téléphones se sont brûlés. Et que je venais même d'avoir l'incendie chez moi. Tout est brûlé. Donc, on va faire un tour dans la chambre là pour montrer les matériaux brûlés. J'ai deux numéros, oui. Mais comme je n'ai même pas de téléphone, je venais de prendre le petit téléphone là de 15 000, de 10 000 ce matin. Je n'avais pas de code. Donc, voilà, c'était donc Nguéa Laroute, plus connu sous le pseudonyme de Maman Nguéa. Première réaction sur ce plateau, les collègues.
Je commence par vous. Vous m'avez dit, lorsqu'on préparait cette émission, que vous avez discuté avec Nguyen Laroute ce matin, à Delabiki. Oui. Quand vous regardez ces images. Et ça fait très très mal. Voilà. Moi, j'ai assisté la maman depuis la Quintini. J'étais à la Quintini. Je l'ai appelée comme ça pour lui faire un coco. Elle me fait comprendre qu'elle ne se sent pas bien. Je me suis déplacée pour aller là-bas avant qu'elle ne soit chez elle aujourd'hui. Oui. Donc, j'ai eu très mal. Ça m'a fait mal qu'une icône comme ça qui souffre. C'est normal, tout le monde souffre. J'ai dit, ça ne devrait pas être comme ça. Pourquoi pas, si on peut se réunir, nous les artistes, que ce soit des personnes, je ne sais pas, ses fans, voilà, qu'on lui vient en aide, voilà, parce que dans la vie, on ne sait jamais, on ne prévoit pas ces choses. La maladie, ça peut venir à n'importe qui. Et voilà, on n'est pas, on n'arrive jamais sur cette terre. On doit toujours s'attendre à tout tant qu'on vit sur cette terre. Donc pour moi, je dis pourquoi pas, on doit l'aider. Okay. Voilà, on doit l'aider. Joe Papito, j'ai suivi dans votre forum H d'Or, je crois que c'est Diane Gento qui a lancé l'alerte et vous avez réagi et vous avez fait aussi un voice pour dire qu'il faut aider, il faut assister Maman Nguyen. Tout à fait, parce que c'est très émouvant. Les gens qui n'ont pas vu Maman Nguyen ne peuvent même pas imaginer, ne voyaient pas seulement les photos, c'est autre chose que les photos. Parce que le week-end passé, moi j'étais dans un cabaret avec Paquito et je vous assure que on a eu tellement d'émotions que c'était invivable. J'ai même regretté pourquoi je suis arrivé là-bas. Parce que Maman Nguyen est arrivée là-bas. En fait, nous, quand on est arrivé dans ce cabaret, Maman Nguyen y était déjà. Mais elle était assise dans un coin, toute seule. Et nous, Paquito et moi, on n'a rien compris. On s'est posé la question. Mais comment on voulait d'abord se rendre compte de l'effectivité, qu'est-ce qui se passe? Oui, on ne pouvait pas comprendre tout de suite. C'est après qu'on a présenté Maman Nguyen et elle a pris le micro avec son état. Elle a dit, regardez-moi, moi je suis très malade. J'ai fait 5 mois à la Quintini et je suis à la maison, je me morfonds. Je ne peux plus rester à la maison parce que je risque de mourir. Il me faut sortir comme ça pour que vous me voyiez et pour que vous ayez au moins un élan de cœur pour moi. Parce que je n'ai pas d'argent pour me soigner. Je suis obligé, c'est mon travail de chanter. Je ne fais que ça, c'est tout ce que je connais dans ma vie. Je suis obligé de venir chanter ici. Nous étions en back-office, on ne pouvait même pas savoir que nous étions là. Je suis obligé de venir chanter ici pour avoir mon salaire, pour avoir un peu d'argent, pour le lendemain commencer d'autres, acheter des médicaments, parce que l'ordonnance qu'on m'a donnée est énorme. Je vous jure que ces paroles étaient sanguinaires. C'était insupportable. Et beaucoup des âmes de bonne volonté ont réagi. Je pense qu'elle est partie avec un peu d'argent. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. Moi, je pense que c'est notre situation qui est à l'origine de tous ces malheurs. Ok, on en parle tout à l'heure. On fait d'abord le premier tour sur les réactions. Jonathan Batenguele, vous avez suivi le récit de Joe Papito. Et avant lui, il y a eu Adela Bikim. Maman Nguyen est sur l'hôpital. Elle est obligée de se présenter encore devant son public, ses fans, pour chanter, pour résoudre un problème, comme on a dit, d'ordonnance, se soigner. Comment vous interprétez ça? D'abord, j'aimerais souligner le fait que je reste solidaire de la cause malheureuse qu'elle subit et globalement de la situation de l'artiste. Toutefois, je dois être assez distant du phénomène pour apporter un regard qui permette d'enrichir, que ce soit le téléspectateur ou eux-mêmes les artistes. Alors, je vais d'abord poser un élément, c'est que les situations comme celle de Maman Nguyen, ou bien même si on élargit au cadre des sportifs, c'est pas isolé, et ce n'est pas géographiquement localisé au cas du Cameroun. C'est des situations qui arrivent même au plan international.
la fin des artistes est toujours quelque chose de tragique, oui, même des sportifs. Il y en a qui finissent ruinés par des dettes parce que leur carrière est jalonnée par un ensemble de conditions et de conditionnements même qui expliquent ce genre de fin. Alors pourquoi je le dis? Vous savez, l'artiste est considéré comme un démiurge. C'est le seul être qui vit pleinement sa liberté. Il va cueillir l'inspiration dans ce monde libre. C'est un travail qu'il opère. Et il essaye, tant bien que mal, d'exercer sa liberté, même socialement. Donc même les comportements des artistes sur le plan de leur mode de vie incarnent même cette liberté. Donc, ce qui fait que ça a des répercussions sur leur existence. Et ça explique pourquoi, vers un certain âge, beaucoup d'artistes et de sportifs sont généralement terrassés, soit par des maladies, soit n'ont pas les moyens de subvenir à leurs besoins. Et vous savez que les artistes, surtout pop, parce que le style que Maman Guéard, dans lequel elle évolue, c'est du makossa. Cependant, le makossa fait partie des genres populaires, des musiques populaires qui se sont développées dans le contexte africain, avant bien sûr les nouvelles musiques urbaines africaines. Et le makossa étant le relais du ndombolo, de toutes ces danses, de la rumba qui ont précédé, le makossa s'est imposé comme étant un style très dansant pour l'ensemble des Africains pendant un temps. Et pour que ça s'impose, il va avec un mode de vie. Et l'artiste est en même temps l'ambassadeur de la liberté dans tous ces éléments. C'est-à-dire que même dans son mode de vie, il reste dans l'ostentation. Il doit beaucoup présenter des tenues ostentatoires. Il doit avoir un rythme de vie qui donne l'impression ou bien qui renvoie à la société l'image de l'artiste rayonnant. Il doit maintenir un certain standard, ce qui a des coûts sur le plan de ses revenus. Et les revenus n'étant pas, c'est pas une activité rémunérée comme les autres, c'est pas un contrat, c'est des contrats liés à leur production artistique. Et donc, comme il y a aussi la gestion des droits d'auteur, beaucoup comptent que ça viendra avec le temps, mais ça va pas toujours crescendo, parce qu'il y a de nouveaux artistes qui arrivent, eux ils vendent aussi plus, et donc vos revenus baissent, et ça baisse considérablement, si bien que on peut se retrouver avec ce genre de phénomène. Donc voilà un peu pour poser le cadre même du problème, ce que nous observons. C'est pas un cas isolé, il ne faudrait pas que les gens croient que ce n'est que localisé au Cameroun. Les grandes stars dans le monde ont fini ruinés, et même avec des maladies qui les ont terrassés au coin d'une rue. Et les gens qui passaient par là disaient, eh bien c'est lui l'artiste, en doutant même. Ok. Ouais, justement, ma question, vous pouvez répondre à ma question maintenant. Est-ce vous voyez Nguéa Laroute qui est obligée de tenir, aller encore dans le cabaret pour chanter, alors qu'elle est malade? Oui. Pourquoi elle va dans les cabarets? Parce qu'il s'agit là de son métier. Elle est un entrepreneur en tant que tel, en tant qu'artiste, elle est un entrepreneur s'il faut rentrer du point de vue des revenus. C'est elle qui génère ses revenus. Et il y a maintenant un problème structurel au Cameroun. C'est la question même du cadre dans lequel évolue l'artiste. Il n'y a pas un cadre professionnel qui est créé, qui permette à l'artiste de véritablement engranger des revenus énormes sur les spectacles, qui lui permettent même d'assurer sa sécurité sociale, comme le font les artistes sous d'autres cieux. Donc, l'absence de ces cadres-là fait que l'artiste, à un certain moment, vit sur la base de la reconnaissance des gens avec qui il a cheminé, entre autres les promoteurs de cabarets. Parce que ces artistes parfois sont invités, quand ces cabarets ne font plus recette, ils sont invités à venir rappeler la clientèle. Donc dès qu'ils prêtent, la clientèle revient et l'ascenseur lui est rendu lorsque lui également se trouve dans cette situation. Voilà ce qui explique le fait qu'actuellement Maman Guéa se retrouve à prester dans ces cabarets qui en fait, si vous regardez la relation avec les patrons de ces cabarets, c'est une relation de longue durée. Ok. Joe Papito, tout à l'heure, vous vouliez parler, vous disiez qu'il y a un problème d'organisation, que les artistes eux-mêmes ne sont pas organisés. Je m'aligne sur ce que Jonathan vient de dire, parce que évidemment, j'ai suivi dans des réseaux sociaux, les gens se posent la question,
Où va l'argent que tous les millions que les artistes gagnent? Voilà, vous parlez de ça. Permettez donc que je lise cette sortie qui fait le tour aujourd'hui. Un internaute dit, très célèbre, vous connaissez. Tu invites un artiste à chanter tes deux chansons préférées à un anniversaire. Il te dit pas moins d'1 million. Et vous payez mon billet d'avion et les frais d'hôtel de mes danseuses et moi-même. Après, tu le vois pleurnicher à la télé qu'il est malade et ne dispose d'aucun sou pour se faire soigner. Où sont donc passés tous les millions obtenus en 10 minutes chrono de prestations? Ça vous fait sourire. Mais c'est ce que certains pensent. Je voulais d'abord m'aligner avant de répondre à votre question, enfin avant de ma pensée par rapport à ce qui à toutes les inepties que j'écoute et que j'entends, que je vois quelques jours. J'aimerais déjà dire que l'artiste, c'est quelqu'un de différent. L'artiste n'est pas comme tout le monde. Parce que, évidemment, l'artiste gagne énormément d'argent. Mais écoutez, pour vivre sa starmania, pour se sentir valorisé, pour être un artiste, il faut déjà bien se présenter. Et ça coûte cher, n'est-ce pas? Et de votre vivant, c'est comme toute personne qui travaille. Vous avez un salaire. Comme on dit, le salaire est fait pour un mois. C'est 30 jours. On ne vous donnera pas un salaire pour 35 jours ou pour 60 jours. Alors, le salaire étant pour 30 jours, toutes les charges sont condensées dans 30 jours. Ça veut dire... Je ne veux pas me mettre à citer tout ce que nous dépensons pour les habits, pour le bien-être, pour la famille, pour les maladies. Ce qui fait que, en fait, à la fin du mois, c'est comme un milliardaire. Il a toujours un besoin d'argent. Ce qui fait qu'à la fin du mois, vous vous retrouvez avec un minus restant. Un petit montant qui vous revient à vous. Parce qu'en fait, sur ces millions que vous dites, il y a les managers, il y a les maisons d'édition, les maisons de production qui enlèvent leur pourcentage. À la fin, vous n'ignorez pas que l'artiste paye aussi les impôts. Alors, à la fin, il se retrouve avec un montant dérisoire qui peut lui permettre tout simplement de vivre sa vie. Alors, où va l'argent des artistes? Comme les gens essaie de dire. Évidemment, ça va dans les poches comme pour tout le monde, comme pour monsieur X, monsieur Y, qui travaille dans une entreprise Y et qui a un salaire. Vous allez demander à un gars qui touche 10 millions, mais où va votre argent? Il n'a même pas 2 millions dans son compte personnel. Parce que autant tu as de l'argent, tes problèmes sont de 20 millions. Oui, c'est pour ça qu'à la fin des artistes, les artistes n'ont pas d'argent. Évidemment, Maman Gueye se retrouve dans cette situation parce que elle est dans le même cas que tout être humain qui travaille, qu'on ne se leurre pas. Et maintenant, si on avait de la chance d'avoir une société, pignon sur rue, au Cameroun, de droits d'auteur, qui pouvait récolter et redistribuer trimestriellement, je dis bien. Parce que c'est après 3 mois, l'artiste doit avoir le salaire. Mais je vais vous surprendre. Depuis 11 ans, l'artiste camerounais n'a pas touché de... Il n'y a pas eu redistribution de droits d'auteur. Il y a eu des semblants de distribution spéciale de l'État, mais il n'y a pas eu officiellement de partage des dus des artistes. Il n'y en a pas eu. Alors, comment ils peuvent vivre? On dit dans notre jargon que le gombo, ne regardez pas le gombo, de regarder ce que nous gagnons comme salaire. Évidemment, parce que c'est ça le salaire de l'artiste. Ce n'est pas forcément les spectacles. Parce que ces musiques jouent partout, normalement, il doit, après chaque 3 mois, avoir ces revenus-là dans sa poche. Ça pourra lui permettre de se soigner. Et cette société pouvait aussi aller souscrire des assurances dans des entreprises pour que l'artiste étant malade puisse dépenser 20%. C'est là où il y a le problème. C'est là où c'est difficile. Parce que si vous êtes assuré à 80%, vous voyez qu'une facture de 10 000, vous n'allez payer que 2 000 francs. Vous allez vous en sortir. Elle se retrouve avec une facture de 40 millions pour une opération. Elle va trouver cet argent où? Donc c'est là où le bas blesse. Moi, je ne veux plus que les gens écrivent n'importe quoi, qu'on pense plutôt comment sauver cette maman qui nous a fait tellement danser. Elle n'est pas la seule actuellement dans la même situation. Ils sont moins de 2, il y a Max Zambo. Donc, au lieu qu'on se met à diffamer, à insulter, même entre les artistes, mieux vaut s'asseoir et penser positif. Ok. Adela Bikim, sur cette sortie d'un internaute, il demande où va l'argent des artistes.
Et effectivement, au regard de ce que vous avez lors des spectacles, ils disent que vous êtes souvent hyper exigeant même. Hein. Pour un titre, vous demandez le million, il faut s'occuper des billets d'avion et tout ça. Ils ne comprendront pas qu'après tout ça, que l'artiste vienne à demander qu'on le soutienne. Et effectivement, mon collègue a tout dit. Moi, je pense que l'agent des artistes, vous savez, vous aimez bien nous voir belles, bien habillées. Voilà. Et comme ce soir, hein, vous êtes très jolie. Là. Voilà. Et merci. Et puis, on a des personnes qui nous posent souvent des problèmes. Oui. Et on les règle aussi. Il ne faut pas oublier ça. Donc, l'artiste, c'est celle-là qui est toujours, qui tend toujours la main. Voilà. Toujours en train de donner, parce qu'on a l'impression toujours on a toujours l'impression qu'il y en aura toujours. Oui. Voilà. C'est ça l'agenda des artistes. On reçoit toujours, c'est une bénédiction, si je peux dire comme ça, que Dieu nous a donné. C'est une grâce. Les artistes, on en a toujours, et c'est comme ça que ça sort. Ça sort, on partage, que ce soit dans nos familles, que ce soit des problèmes, des cas dans nos familles, on essaie de situer aussi certains de nos personnes. Voilà. Voilà, moi je pense que ça ne devrait pas être une moquerie. Ah ouais. Ça ne devrait même pas être une moquerie, parce que la vie, si on ne sait jamais, il faut accepter. C'est Dieu qui décide. Si maman est en train de demander le soutien, il faut prendre ça d'une manière positive. Il ne faut pas déranger. Ça peut arriver à tout le monde, que ce soit à vous, que ce soit à moi. Moi, je trouve qu'elle a été même très, très humble d'aller vers son public pour les demander de l'aide. Voilà. L'agent de l'artiste, ça va de gauche à droite. Voilà. Ok. Jonathan, vous comprenez cette sortie? Des gens se posent des questions sur la destination, en fait, du revenu, hein, spectacle et tout ça, des artistes. Je ne vais pas remettre en question le côté illustre de celui qui a posé ce constat. Mais ce n'est pas lorsque quelqu'un est dans le malheur qu'on rappelle un certain nombre de choses. Donc, dans le contexte africain, et je sais que c'est un bantou, il sait que cette sortie n'est pas appropriée. Cependant, il faut remettre, il a peut-être payé lui pour le spectacle. Mais il faut que les gens se disent une chose. Le spectacle n'est pas c'est un service qu'on vous rend. Et le spectacle n'est pas rémunéré sur la base des critères de produits de consommation de masse, comme par exemple le pain, le biscuit, le sel, le cube. Non, c'est pas ça. Le spectacle fait partie de l'industrie de la qualité. C'est comme le vin. Alors, comment est-ce que les critères de la qualité sont définis? C'est défini à partir de la réputation du produit, c'est défini à partir de la renommée du produit, du prestige du produit. Donc, il y a un ensemble d'éléments, ça définit le critère. Et la fixation du prix en ce moment-là obéit à ces critères qui sont qualitatifs et subjectifs. Lui-même a dit dans son discours que lorsque tu veux écouter tes deux plus belles musiques, tes musiques chansons préférées, on te les vend à un prix d'or. Parce qu'il doit comprendre ça comme ça. Ils te sont vendus à un prix d'or. Parce qu'il y a la qualité. Effectivement, c'est ces critères de qualité que tu achètes. Donc, le spectacle peut être vendu à des prix faramineux. Ça dépend de la qualité de celui qui preste. Et la qualité est définie par celui qui reçoit. Parce que vous pouvez aimer Adela Bikim, un autre dira non. Moi, je préfère un chanteur, un troubadour que vous n'avez jamais écouté. Et ce dernier, quand il arrive, on met 1 milliard pour l'avoir. Et vous vous dites, mais pourquoi il paye 1 milliard? C'est pour écouter cette sonorité. C'est pourquoi je disais au départ, les artistes, c'est des démiurges, c'est des divins qu'on a devant nous. Ils incarnent ce côté tout à fait spirituel de la vie, ce lien entre nous et un côté spirituel de la vie. Ils viennent parfois avec une voix, une sonorité, quelque chose que lorsque nous écoutons, ça nous rappelle, ça suscite des émotions. Et c'est ces émotions que nous achetons. C'est en fait ça le prix que nous payons pour l'artiste.
Et si les gens vont sur le calcul en termes du prix, il faudrait qu'ils regardent maintenant aussi la constance du revenu. Ils ont expliqué ici. Il y a un problème structurel au-delà de la structure collective de gestion des droits d'auteur. Il y a également un problème du marché culturel camerounais. Vous avez très peu de professionnels. Moi, je l'ai étudié il y a peu de temps, mais c'était vraiment en filigrane de mes travaux de recherche. Et c'était plus sur le côté des marchés culturels religieux. Vous remarquerez qu'il y a très peu de métiers qui sont autour de l'artiste camerounais. Vous n'avez pas des producteurs qui sont des véritables professionnels, c'est-à-dire qui signent des contrats avec eux, qui construisent toute une carrière sur un temps qui leur permet d'avoir des revenus. Vous n'avez pas des personnes spécialisées dans les investissements, qui se rapprochent des artistes, qui dégagent des revenus parce qu'ils peuvent faire des spectacles où ils reviennent avec des sommes astronomiques. Et il faut qu'il y ait des spécialistes. Ça peut être des banquiers, des anciens banquiers qui se sont reconvertis dans les marchés qui intéresseraient ces gens, leur proposent des placements. Il n'y a pas des gens pour ça. Vous avez même des assureurs qui ne développent pas des services qui sont conformes à ce type d'acteurs. Et vous avez donc les artistes qui évoluent dans ce vide, qui se retrouvent en train de vivre le train-train quotidien dans le rythme de l'artiste. L'artiste, ce qu'ils ont dit, c'est ici sur le plateau, c'est quelque chose de doux. Mais l'artiste, si vous les voyez dans des boîtes de nuit, c'est parfois comme des hommes d'affaires. Ils sont bien assis, bien reçus, ils dépensent. C'est ça la vie d'artiste. Il entretient le mythe autour de sa personne. C'est ça qui fait de lui le démiurge C'est clair. Donc, les gens devraient voir ça comme ça. C'est un marché plutôt c'est des acteurs plutôt complexes. Maintenant, la gestion de côté populaire de ces hommes au Cameroun, le fait qu'il y ait très peu d'artistes, de professionnels qui les entourent, ça les met dans une situation, c'est eux-mêmes qui gèrent leurs revenus et donc on a les conséquences que nous observons. Et Joe Papito, justement, qu'est-ce qui est donc fait depuis pour Maman Guéa et Marc Zambo du côté des artistes? Du côté des artistes, ça urge encore. Disons que c'est... Est-ce que c'est... On a l'impression que vous êtes soudés autour de cette cause? Oui, oui. On entend un peu de tout. On a l'habitude. Quand un artiste est malade, il y a des aînés qui prennent sur eux d'organiser du soutien. Oui. Je peux appeler ça comme ça. Ça peut être financier, ça peut être moral, mais ce qui est sûr, nous sommes en préparation. Parce que vous savez que le droit d'auteur ne marchant pas correctement au Cameroun, nous sommes obligés de nous soutenir, de nous tenir le coup. Oui. Et les mécènes aussi, qui n'existent plus, comme lui vient d'expliquer, on peut que se tourner que vers nous-mêmes. Donc, moi, je demande aux artistes d'être très, très social, et puis qu'ils soient regardants vis-à-vis de Maman Guéa, parce que c'est notre problème, ça nous concerne. D'abord, parce que quand elle demande de l'aide, la première personne à qui elle doit demander de l'aide aux artistes. Hein? Moi, j'ai appris que peut-être il y a un mouvement du côté de Yaoundé, ça sera une très bonne chose. Mais commençons d'abord par nous-mêmes. Je demande aux artistes aujourd'hui de faire tout, les aînés qui ont l'habitude de prendre des initiatives, qui n'attendent pas, qu'ils se lèvent et qu'ils organisent, et nous, on va le suivre, tout simplement. Adela Bikim? Ça, je pense que déjà, les artistes, nous, on a une réunion déjà. Papa Nkoti a ouvert une réunion. J'en fais partie de cette réunion. Donc, parce qu'on a toujours l'habitude de voir les artistes toujours en train de pleurer, comme la maman a pleuré. Elle est en train de demander l'aide. Donc, moi, je pense qu'on pourra faire quelque chose d'ici peu de temps. Ok. Voilà. Ok. Madame, Monsieur, nous allons donc marquer notre première pause, le temps de rencontrer Cédric Nouffelé pour le titre du journal. Bonsoir Cédric, au sommaire. Bonsoir Serge Allan, bonsoir à vos invités. Ce soir, nous parlerons de cette rencontre au sommet de l'État entre une délégation officielle équato-guinéenne et le Premier ministre, chef du gouvernement de la République du Cameroun. Vous le savez, il y a de la tension dans l'air, notamment au niveau de la frontière dans la partie sud du Cameroun, entre la Guinée équatoriale et le Cameroun, à propos d'un prétendu mur qui serait en construction.
Le sujet a-t-il été discuté lors de la rencontre entre les officiels équato-guinéens et le Premier ministre, chef du gouvernement? Nous en parlerons ce soir. Serge Alain. Nous évoquerons également l'exploitation forestière illégale qui crée un énorme manque à gagner dans les caisses de l'État et qui impacte négativement sur les populations riveraines. La société civile attire l'attention du gouvernement afin qu'il soit plus présent et plus regardant sur les titres d'exploitation forestière délivrés à certains exploitants véreux. Nous en parlerons dans le journal de 20h. Et la multiplication des accidents dans le centre-ville de Douala suscite des interrogations sur l'implication des camions mal stationnés dans la nuit dans les artères de la ville de Douala. Comment en est-on arrivé là? Nous en parlerons ce soir. C'est Alain. Voilà, madame, monsieur, c'est donc la fin de cette première partie Equinox Soir. Je vous retrouve après pour la deuxième partie Equinox Soir, le temps du débrief. Place tout de suite à Cédric Nouffelé pour... Retour sur le plateau Equinox Soir, si vous nous rejoignez à l'instant, madame, monsieur, toujours en compagnie de Joe Papito, Adela Vikim et Jonathan Batengene. Papillon, il est toujours attendu. Hein? Jonathan, voilà justement cette autre mesure du préfet de Vouri. On est parti de 5h à 21h, maintenant 5h à 20h. Mais... il dit qu'il accorde la priorité aux produits, aux camions transportant les produits agroalimentaires, les produits pharmaceutiques, produits brassicoles et pétroliers. Ceux-là sont autorisés à circuler normalement. Comment comprendre cette différence qu'on fait entre les camions, ces camions qui transportent ces produits-ci et les autres? Oh, vous savez que la mesure qu'il avait prise au départ, elle visait à restreindre la circulation pour tous ces engins. Oui. Maintenant, il essaie de catégoriser, certainement dû d'abord à l'action de lobbying, parce que faut dire. On a suivi Hilaire Zipan parler. Il a parlé de ça ici sur le plateau. Transporteurs qui ont montré d'abord que la mesure devait. Ça veut dire que les autorités écoutent ce qui se dit sur le plateau? Oui, elles écoutent. D'ailleurs, ce n'est pas que ce cas-là qui le montre. Il y a plusieurs autres cas. Oui. Les autorités ne sont pas fermées, comme on l'a souvent cru, mais elles ont leur temps de réaction qui est très lent, il faut le reconnaître. Elles ont leur temps de réaction qui est très lent. Donc, dans ce cas précis, elles ont décidé de suivre le langage qui avait déjà été proposé par certains experts. Et il y a une action de lobbying de la part de certaines entreprises qui ont réussi à obtenir ces allègements pour que des produits, il faut le reconnaître, très consommés, qui participent de la dynamique économique, puissent... très consommés, vous faites... les produits brassicoles. Brassicoles, très consommés au Cameroun. Ah oui. Je ne vais pas faire le rappel de ce que le défunt Achal Ateba Yene nous disait que le Cameroun avait consommé à une certaine période l'équivalent du fleuve la Sanaga. Donc, Camerounais consomment beaucoup d'alcool, c'est connu. Et une telle denrée... Donc, il fallait à tout prix qu'on laisse passer les camions qui portent les produits brassicoles. Hein? Ça, il le fallait. D'ailleurs, que ces sociétés on ne peut pas vivre sans ça? Au Cameroun, aujourd'hui, dans les conditions actuelles, l'alcool fait partie des éléments qui, comment dire, ça permet de, je sais pas, de diluer un ensemble de frustrations. Mais les frustrations dans l'alcool. Les gens y vont, ils se retrouvent dans l'alcool comme par dépit, ils expriment leur dépit en buvant de l'alcool. Le préfet du Vouri il a compris que ça a un rôle aussi psychologique dans la gestion courante des choses. Et ces entreprises, au-delà de ça, sont puissantes du point de vue financier et peuvent infléchir peuvent infléchir les décisions du préfet, ou bien du moins influencer ces décisions-là. Elles ont agi à la hauteur de ce qu'elles pèsent et voilà, les résultats sont visibles. Ok. Adela Bikim, comment vous vivez cette situation, la pénétrante? Vous avez vu les images? Vous avez emprunté cet axe depuis? Vous êtes allé à Yaoundé par voie de route? Non. Vous avez vu les images sur la télé quand même? Oui, juste un peu, aperçu comme ça, voilà.
Oui, ça vous a fait quoi de voir des gens attendre, partir de Douala à 4 heures, arriver à Tradex et Yassa à 8 heures? Ouf. Ça fait toujours réfléchir, voilà, mais tout en espérant que ça va aller, ça va s'améliorer. Oui. Voilà. C'est pas la raison pour laquelle on devrait s'en prendre, les débats. Moi, je pense que c'est pour un temps, tout ira de mieux. Ouais. Voilà. Okay. Très optimiste également. Vous êtes optimiste également? Ça va s'arranger, Joe Papito? Oui, mais je dis le Cameroun est quand même formidable parce que c'est le seul pays où on prend des décisions sans au préalable voir les conditions dans lesquelles les décisions seront mises en effectivité. Parce que quand on demande aux camions de garer, vous avez vu l'accident tout à l'heure, est-ce qu'il y a eu des espaces au préalable? Est-ce qu'on a aménagé des espaces où les camions vont garer? Parce qu'évidemment, si on avait pensé déjà aménager des espaces, on aurait évité cette hécatombe avec ces morts. En plus, vous parlez seulement de la pénétrance, mais c'est tout Douala qui est comme ça. C'est pas la pénétrance, c'est pas tout simplement l'entrée de Yaoundé, de Douala, non. C'est tout Douala, vous voyez ici au niveau du rond-point des dos. À Bonantonnet, là, il y a 2 trous à la sortie pour prendre l'axe central. Il y a 2 trous qui font un embouteillage énorme. Moi, j'habite Dedo et je travaille à quoi? Mais si je quitte dans la maison à 7 h, j'arrive au travail à 10 h. Vous imaginez? Donc, c'est tout Douala qui est comme ça. Dedo à quoi? Vous arrivez à 10 h? Vous passez par où? Quand vous quittez, déjà, pour traverser le rond-point, c'est invivable depuis quelques semaines. C'est pas possible. Alors, tout le monde se rabat vers Bessenguer qui se bouge. Mais vous partez de Dedo. Qu'est-ce que vous allez faire au rond-point? Mais attendez, moi, je travaille au niveau de... après l'hôtel Lundé. Oui. Et alors, quand je pars de Dedo, je dois traverser le rond-point Sandaga et tout ça. Oui. Et je dois prendre... Rond-point 4e. Je dois prendre... Non, je dois prendre déjà Bonantonnet, qui est le sens interdit. Oui. Et là, il y a 2 gros trous qu'on a même remblés et que la pluie a encore tout enlevé. Ces 2 gros trous-là font la catastrophe entre le rond-point et ça bloque Bonaberry, ça bloque le port qui est carrément rempli de crevasses. Vous voyez le port, toute la ligne du port. Alors, finalement, on doit passer par où? Donc, l'entrée de la ville, c'est bien. Mais pensez aussi à toute l'agglomération de Douala, qui a des trous partout. C'est incroyable de rouler dans la ville. Voilà, on va revenir à notre thématique principale. Qui concerne, c'est pourquoi on a fait appel à vous. Est-ce que on était en train de... Qu'est-ce qui est fait côté des artistes? Vous avez dit que c'est des réunions qui sont... Nous sommes en préparatif. Nous attendons les leaders parce que eux, ils prennent. Est-ce que vous avez une idée de la facture c'est quoi? C'est la facture, c'est les ordonnances pour... Oui, il y a les ordonnances et puis il y a les opérations. Les opérations? Oui. Parce que souvent, elle disait que, puisqu'elle est diabétique, que les blessures ne cicatrisaient plus. Donc, alors il faut déjà... pour au moins circonscrire ce problème, pouvoir le régler, et il faut de l'argent. Oui. Vous voyez? Et il semblerait... Vous avez une idée du montant? Elle parlait de 40 millions pour aller se faire opérer au Maroc. Au Maroc? Au Maroc, quelque chose comme ça. Donc, ce que nous, les artistes, nous pouvons faire dans nos associations, comme a dit Adela, c'est de faire de l'aide, c'est d'aider. Vous voyez? Alors je demande tout simplement solidarité, encore solidarité. Parce que si le FACSO ne marche pas, vous savez qu'il y a une caisse au niveau de la SONACAM qui est prévue dans cette caisse, doit avoir des montants pour pouvoir aider les artistes qui ont des problèmes. Mais cette caisse apparemment ne fonctionne pas. Si ça ne fonctionne pas, ça veut dire que nous devons nous prendre en main. Et on a l'habitude. Serge Alain, ce n'est pas la première fois. On a fait plusieurs artistes. Oui. Même dernièrement, il y en avait pour d'autres que je ne vais pas citer ici. Donc, nous allons pousser les artistes. Aujourd'hui, tous les artistes sont d'accord du fait qu'on doit se mettre d'accord, on doit s'entendre, on doit s'asseoir, on doit s'écouter, on doit dialoguer. Les guerres là vont s'arrêter, tout simplement. Parce qu'avec des morts comme ça, n'attendons pas que les gens meurent pour venir cotiser. Non. C'est le moment, c'est maintenant qu'il faut faire quelque chose. Moi, déjà, autour de moi, j'ai entendu les gens dire, est-ce que tu connais le numéro de Maman Gaïa? Est-ce que... J'aimerais aussi interpeller la maman, parce que je sais qu'elle est en train de nous suivre, pour lui dire, achète-toi un nouveau téléphone. Parce que moi, je suis au courant que on t'appelle
Mais il y a un bruit énorme de retour. Les gens n'arrivent pas à discuter avec toi. Comme tu as dit que tu as acheté... un de téléphone? Oui, oui, je pense qu'elle a acheté un téléphone. Elle a dit elle-même dans de 10 000 francs. Mais ce téléphone-là est inapproprié. S'il faudrait que les gens l'appellent tout le temps, elle ne pourra pas écouter. Donc, moi, j'ai des exemples. Il y a je prends l'exemple, la vice-PCA de l'Ouest, Brigitte Bardot, qui a essayé de joindre Maman Gueye, n'a pas pu. Il y avait un retour énorme de bruit. Donc, je vous ai dit... Donc, c'est du fait du téléphone de 10 000 francs. Non, mais attendez, il faut quand même que la maman, qu'on puisse lui donner un autre téléphone. Nous allons le faire, hein, c'est pas un problème. Donc, on va commencer par c'est pour dire aux gens qui n'arrivent pas à l'avoir, oui, qu'il y a déjà un problème de téléphone, oui, qu'on doit résoudre le plus rapidement possible. Et maintenant, commencer à mettre de l'argent dans le Orange ou bien MTN Money qui vont nous donner les numéros, parce qu'il y a des numéros qui circulent déjà. Mais n'ayez pas peur, si vous voyez un numéro, rassurez-vous du destinataire et envoyer de l'argent. Voilà, on a beaucoup parlé depuis le début de Maman Gueye. Il y a aussi le cas Marthe Zambo. Qu'est-ce que vous faites pour honnêtement, Marthe Zambo? Les deux cas sont similaires. Moi, oui, c'est parce que on est à Douala et qu'on nous a invités ici pour Maman Gueye. Mais non, c'est les artistes malades. C'est écrit artistes camerounais malades. Ce que je sais, c'est qu'au niveau de Yaoundé, oui, les gens ont pris le taureau par les cornes. Il y a des solutions qui émergent déjà. Il y a les bruits du couloir qui disent que l'État est en train de mettre la main à la pâte. Oui. Hein. Vous êtes on annonce une mission, au chevet des artistes malades. Tout à fait. C'est déjà une très bonne chose. Mais j'ai des responsables des associations à Yaoundé qui sont en train de s'organiser aussi. Oui, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites. Vous nous avez tout simplement brusqué pour venir ici aujourd'hui. Si on avait encore quelques jours devant nous, on vous aurait donné avec des précisions exactes. Non, on ne vous a pas brusqué, vous nous avez invité au débat. Je voulais dire que, disons que pour le moment, nous sommes dans les préparatifs. Voilà. C'est vrai qu'il faut faire vite, parce que la maladie n'attend pas. Oui. Donc, on est en train de se déployer sur le terrain. On attend toujours que cette information soit confirmée. La descente, comment vous appréhendez cette mesure du ministère des Arts et de la Culture qui envoie une mission au chevet de nos deux malades, nos artistes malades? Bon, déjà, vous savez que j'ai une vision un peu différente quand il s'agit de l'État social. Ce genre d'État ne permet pas l'éclosion véritable d'un tissu économique. Ça facilite plutôt la continuité des comportements qui sont de nature à ne pas produire les conditions du capitalisme. Non, je ne pense pas que le ministre, dans sa sortie, est en train de donner la véritable orientation. Quoique, sur le plan social, ça se comprend. Pour les artistes, c'est bien. Je constate que c'est une famille. Donc, on se réunit à Yaoundé, notre délégation se réunit à Douala, on s'assiste. C'est bien que cette solidarité existe, mais je suis pour des solutions pérennes qui vont permettre que les médical universel. Effectivement, il faut que le ministre s'attaque aux problèmes réels. Il s'agit là de l'absence d'un cadre qui permette à l'artiste véritablement d'assurer lui-même sa survie sur un certain temps. Il ne faut pas seulement poser des actions ponctuelles. Pourquoi ne pas mettre en place un système de cotisation sociale systématique avec les artistes liés à leur société de gestion collective ou même liés à leur rémunération lorsqu'ils sont payés sur les droits? Pourquoi ne pas instaurer des mesures qui vont permettre à ces artistes de pouvoir bénéficier d'une assistance qui ne soit pas l'assistance du contribuable camerounais? Parce que si les artistes peuvent bénéficier de ces services, ça pose un autre problème. Est-ce que les artistes sont donc des citoyens entièrement à part? Et quand quelqu'un à la Quintini, qui n'est pas un artiste, qui est un Camerounais aussi, qui travaille, qui contribue à l'économie, est dans des conditions de ne pas payer son traitement, est-ce que le ministre de la Culture, ou bien le ministre de la Santé, ou bien le ministre de la Femme va débloquer une cagnotte spéciale pour son traitement? C'est ce que ça pose, le traitement équitable des citoyens. Et si nous sommes dans une république, c'est la chose publique, c'est pas
la chose de certains, c'est pas une élite, parce que les artistes sont aussi une élite, l'élite culturelle. C'est pas la récupération de l'élite culturelle de l'État par l'élite culturelle. Nous devons donc retrouver un traitement équitable pour tous. Et monsieur le ministre, on devrait l'interpeller là-dessus. C'est bien ce comportement social, c'est très bien même. Cependant, il faut penser à une solution globale, une solution qui intègre tout le monde et qui permette que demain, l'argent du contribuable camerounais ne soit pas utilisé pour ce genre de situation qui ne touche que certains individus. Il faut que cet argent soit utilisé à bon escient lorsque on est plutôt en situation de catastrophe, c'est-à-dire avec une masse critique de personnes qui est touchée par un certain malheur. Là, si le ministre continue comme ça, on va recommencer à retomber dans les mêmes travers, on va recommencer à venir dans des émissions dire la même chose et pourtant le mal sera toujours présent. Adela Bikim, je crois que depuis 2008, il y a ce problème de gestion, société de gestion de droits collectifs qui se pose. Depuis 2008, il n'y a véritablement pas de société. Il y a eu... Vous ne vous entendez pas. Pourquoi? C'est quoi le problème? Oui, moi je pense que... C'est même pour des cas comme ceci, il y a toujours des camps qui se forment. Ouais. Aujourd'hui, je pense qu'on s'entend déjà, puisqu'on a déjà compris... Dans quelle société? On a déjà compris que nous sommes des personnes à part, donc on doit toujours... comment je vais dire ça? On doit toujours être solidaire pour mieux avancer. Voilà. Aujourd'hui, il y a une société qui est la Sonacam. La Sonacam, voilà. Oui. Voilà, malgré tous les problèmes qui... Voilà pourquoi j'ai dit, vous entendez pas. Oui, on ne s'entend pas parce que l'autre, un artiste ne veut pas accepter que l'autre gouverne. Voilà. Moi, je pense que c'est ça le problème. Donc c'est un problème de tête. Moi, je pense... De ceux qui sont à la tête de la Sonacam. Moi, je pense que c'est entre nous les artistes. J'ai toujours dit ça. Je pense que si on donne ça à quelqu'un d'autre, que ce soit... quelqu'un qui n'est pas dans la musique, ça serait très très bien, ça va bien se passer. Mais c'est vous qui à un moment avez demandé que ce soit les artistes même qui... Oui, nous, mais pas moi. Voilà. Non, quand je dis vous, les artistes, pas vous, Titi Personnet, pas vous, Adela Bikim, c'est les artistes à un moment qui ont demandé ils disaient qu'ils étaient en même de gérer leur société. On a bien demandé, mais aujourd'hui on se rend compte que ça ne peut pas aller avec nous les artistes. Ça ne peut pas aller parce qu'il y aura toujours les camps. Il y aura toujours ceux qui ne vont pas accepter tel. Comment est-ce que ça va marcher? On donnera l'argent, 10 000 peut-être à toi, on donnera 10 000 et les autres auront beaucoup d'argent. Donc il n'y aura pas toujours cette entente. Moi je pense qu'il faudrait que ce soit peut-être d'État, même pourquoi pas, que les gens se... Non, s'il te plaît, moi je pense, c'est ma façon de voir des choses. Qu'ils nous gèrent, voilà, qu'ils nous gèrent. Parce que si un artiste qui va toujours gouverner, être PCA, il y en aura toujours des problèmes, ça ne va jamais finir. Mais même si l'État revient, les artistes vont toujours être en porte-à-faux. Les artistes ne vont jamais accepter. Parce qu'il y avait Sambende qui était là, à l'époque, qui gérait bien, selon moi, ma façon de voir des choses. Mais on a dit, on a rejeté, on a dit, il ne peut pas nous gérer. On va faire donc comment? Ben, Alain, j'aimerais quand même attirer l'attention de nos téléspectateurs, parce que c'est un sujet brûlant. C'est depuis 3 ans que ça dure, depuis que la Sonacam est sur pied, qui n'arrive pas à recouvrir normalement, parce que les entreprises ne veulent pas payer. Parce qu'ils disent Elles ne veulent pas payer, pourquoi? Parce que les artistes disent que... Oui, parce qu'il y a des ordres. Voilà. Qui paient mal, payent 2 fois. Donc, moi, j'aimerais tout simplement vous dire que... On ne sait en fait à qui verser. C'était une erreur de penser que le consensus pouvait nous sauver. C'était une erreur monumentale. Je pense que ça ne reviendra jamais. On ne parlera plus jamais de consensus. C'était une erreur de pensée. Bon, maintenant, nous sommes sur les faits. Quand vous avez 15 personnes, 15 administrateurs, c'est encore passable. On peut encore s'écouter. On peut encore discuter. On peut encore dialoguer. Mais quand vous avez un consensus de 42 administrateurs, c'est impossible de s'entendre. C'est ça le problème de la société qui est sur place. Alors, vivement, l'Assemblée élective arrive pour que nous sortons de ce tralala
de cette hécatombe. Parce que la prochaine assemblée élective, nous allons choisir nous-mêmes. Nous allons être responsables de nos choix. Nous allons choisir nous-mêmes ceux que nous pensons qui pourront nous diriger. Avant, qui choisissait? Non, je vous parle du consensus. Il n'y a pas eu de choix. Il y a eu un consensus. On voulait que les artistes se réunissent, s'entendent sur 15 administrateurs. Les autres, il y a eu des bagarres. On a dit, OK, on prolonge à 42 pour satisfaire toutes les obédiences. Et là, nous sommes allés à 42, qui était une catastrophe, parce que ça n'existera plus jamais. Nous sommes en train de penser, dans des associations, qu'il faut revenir à 15 administrateurs, avec la société qui est là, avec la SONACAM. Il faut s'asseoir, revenir à 15 administrateurs. Et comme l'assemblée élective, c'est dans, disons, dans 8 mois, dans 9 mois, à cette période-là, nous allons choisir les gens, nous allons être responsables de nos choix. Okay. Et là, maintenant, si on choisit, je dis n'importe quoi, des troubadours, ce n'est pas une insulte, qui vont venir nous gérer, nous serions conséquents. Parce que c'est nous qui avons choisi. Le problème aujourd'hui, c'est parce que les artistes disent que ce n'est pas nous qui avons choisi. On nous a imposé. Donc voilà là où vient la discorde. Je pense qu'à ce niveau, j'ai quand même répondu à cette question. Jonathan Batingene, ce désordre-là, ambiant au niveau des artistes, c'est ça qui conduit à ce genre de situation. Les artistes sont malades et il y a ces appels à la solidarité. Si on avait une société véritablement sur pied, est-ce qu'on aurait, on aurait tout ce qu'on voit depuis un certain nombre d'années? Parce que j'ai dit en début d'émission que c'est tous les ans qu'on voit ce qui arrive aujourd'hui. On commence à s'y habituer. Non, j'aimerais bien qu'on prenne mon propos du départ et qu'on le garde bien. Ce genre de situation n'est pas localisé au Cameroun uniquement. C'est un phénomène universel. Je ne sais pas, on dira peut-être la malédiction des artistes et des sportifs. Ça se passe comme ça, les fins de ces personnes, c'est parfois ahurissant. C'est des spectacles qui laissent à désirer. Cependant, le fait que vous pointez, c'est un fait qui n'est pas anodin. La question de la déliquescence dans laquelle se trouve le milieu des artistes fait en sorte que même la redistribution des ressources qu'ils gagnent à travers leur métier n'est pas récurrente et parfois même n'est pas bien faite. Vous voyez, et par là, de sociétés de contributeurs qui disent nous ne voulons pas payer deux fois parce qu'il y a des implications juridiques lorsque vous payez. Vous ne payez pas seulement en guise de reconnaissance, vous payez aussi en termes d'engagement légal. Et donc, ça signifie que cet engagement, si ça a été mal fait, peut recommencer. Et ceux qui ne veulent pas payer donc deux fois. Donc, il y a une implication qui fait que l'absence de ces gros contributeurs amène les artistes progressivement dans une situation de paupérisation qui a pour conséquence cette situation d'état de, disons, quasi-pauvreté de la majorité de ces artistes. S'ils ne peuvent pas s'entendre sur la gestion aussi de la société des droits d'auteur, c'est parce qu'il y a une mentalité qui s'est développée au Cameroun, c'est de voir les postes de gestion comme des mangeoires et non pas comme des postes où on apporte l'équité dans la gestion collective d'un bien. Ok, voilà, on est arrivé. Oui, Dio Papito, un dernier mot pour Maman Guéa. Oui, pour nos malades, je ne cesserai de dire solidarité, solidarité. Il faudrait que nous faisons main basse sur nos différends pour aider nos malades. Parce que nous pouvons encore les sauver. N'attendons pas qu'ils partent pour qu'on commence à cotiser des gros montants. C'est le moment de donner des gros montants à ces artistes qui en ont besoin. Laissons la société. Nous savons qu'elle ne peut rien nous apporter pour le moment. Parce que le farceau, comme je disais, ne marche pas. Parce qu'en fait, il y a une caisse qui est prévue dans la société pour aider les artistes malades. J'espère que le PCA est en train de nous écouter, qui pourra aussi faire un geste. Parce que si l'État veut déjà essayer, parce qu'ils ont dit les premiers soins, s'il peut déjà faire ça, c'est salutaire. Mais sinon,
Mon dernier mot, c'est que Dieu garde nos mamans parce qu'on a encore besoin d'eux. Voilà, Della Bikim, une artiste qu'on ne présente plus. Qu'est-ce que vous, en tant que femme, vous avez fait depuis que vous êtes au courant de ce qui arrive à vos... Ce sont vos mamans, on va le dire, hein? Surtout Maman Guéya, Marthe Zambo. Maman Guéya, moi, je suis allée à l'hôpital pour regarder la maman. Je l'ai appelée, elle m'a demandé de... Je lui ai fait comprendre que je venais chez elle. Elle m'a dit plutôt qu'elle est à l'hôpital. Je suis allée là-bas. J'ai fait ce que je pouvais faire et elle le sait. Je n'ai pas besoin de donner les détails, ça ne sert à rien. Et puis, je dis... je profite de dire à nos collègues artistes que, voilà, ça peut être pour une autre personne demain. Moi, je pense que le fait de demander qu'on l'aide, on va trouver ça peut-être mauvais pour une icône comme Maman Guéya qui ne devrait pas le faire. Mais la vie nous réserve beaucoup de choses. Vous savez, Maman Guéya, elle est quelqu'un de très aimé. Elle sait, comment je vais dire ça, elle s'est abaissée. Donc ne trouvez pas ça mauvais. Si vous pouvez l'aider, ne regardez pas la suite. Ne regardez pas ce qui est autour. Ne regardez pas. Voilà. Donc nous les artistes, on va faire ce qu'on va pouvoir faire. Moi, j'ai déjà fait à mon niveau, et elle le sait. Voilà, ça va aller, Maman Guéya. Dieu va te garder encore pour longtemps. Ok. Jonathan. À ces icônes, Maman Guéya, Marthe Zambo, qui sont souffrantes, je souhaite d'abord que vivement elles recouvre la santé. Et je souhaite que le ministre de la Culture prenne des mesures qui vont permettre à tous ces artistes d'avoir un cadre serein d'évolution dans leur carrière. Et je souhaite surtout que la première dame ne fasse rien, parce qu'il ne faudrait plus qu'on s'habitue au cadeau présidentiel. Ce n'est pas bien. Ça nous met dans une léthargie. Vous n'allez pas empêcher un don. Non, ça nous met... Vous dites qu'elle ne doit rien faire. La première dame, c'est Maman Guéya. Je vous comprends, mais le mais dans le message de ma, elle s'adresse à la première dame. L'état patrimonial dans lequel on est rentré n'a pas été une grande aide pour le développement d'une véritable conscience professionnelle au Cameroun. Et ça fait que certaines personnes, leurs manquements sont plutôt comblés par les dons du chef de l'État. Non, on n'en a plus besoin à notre époque. Que le chef de l'État maintenant mette plus d'accent sur la politique culturelle, qu'il s'assure que celui qui est chargé de cette politique l'applique véritablement à l'avantage des populations. Et comme ça, on n'aura plus besoin du chef de l'État avec ses dons dans la gestion collective de ce domaine de l'État-là. Voilà, merci Jonathan, merci d'être venu, merci à vous. Merci Papito. Merci. Merci et surtout mes condoléances pour ton parent. Merci. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition Equinox Soir. Bonsoir. Prenez d'aller.